Bonjour à toutes et à tous, je vous l'avais promis, j'avais dit qu'on ferait d'autres vidéos et notamment une vidéo un peu spéciale, la FAQ, bah ça tombe bien, commençons avec la FAQ. Il y a beaucoup de choses à dire parce que j'ai reçu pas mal de questions, que ce soit notamment en commentaire YouTube, voire même surtout aussi en message privé sur Instagram ou même sur d'autres supports où je peux recevoir des messages privés. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de réunir la plupart des questions et de pouvoir y répondre du mieux que je peux. Alors, encore une fois, bien évidemment, le chapitrage sera disponible, et là, je pense qu'on aura vraiment besoin. Alors, si vous êtes sur YouTube TV, donc sur console, smartphone peut-être, si aussi, enfin, normalement, vous avez le chapitrage de gauche à droite, mais dans la description aussi, vous allez avoir le chapitrage. Donc, ça vous permettra du coup de pouvoir passer d'une question à l'autre si le sujet ne vous convient peut-être pas forcément. Et on va évoquer pas mal de choses, notamment dans cette FAQ. Donc, on va ratisser large. Je vous le dis, on va ratisser large, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de cinéma, de jeux vidéo, de catch, de Formule 1, de YouTube, de manière générale, même de TikTok. On va parler de beaucoup de choses, ce qui me permettra un petit peu de mettre en lumière certaines choses qui vont arriver, d'autres qui ne vont peut-être pas continuer. Enfin, voilà, ça permettra un peu aussi de faire du teasing sur certaines choses. Et aussi peut-être de servir de conseil aussi pour 2-3 petits trucs qui m'ont été demandés, et je me dis que ça peut être sympa. Donc, allons-y. Comment ça va? Bah écoute, ça va. Il fallait bien commencer avec une question, ça va. Un peu fatigué, parce que à côté de YouTube, j'ai aussi ma propre vie personnelle, j'ai mon boulot. Mais ça va, ça va bien. Qu'as-tu prévu cette année sur Internet? Alors, le truc c'est que sur Internet, en ce qui me concerne, j'ai YouTube, Twitch et les réseaux sociaux. Pendant un temps, j'avais un TikTok que j'ai arrêté parce que la plateforme ne m'intéresse pas plus que ça, et au final, ce que je fais n'est pas le public de TikTok. TikTok, c'est pas fait pour ce que je compte faire. Alors, c'est surtout des replays de petits clips concernant les streams. Donc, de ce côté-là, TikTok ne m'intéresse pas. Et surtout, un défaut de TikTok, à l'époque, je ne pouvais programmer que 7 clips à la fois. Pas plus. Passer les 7, c'était mort, je pouvais pas en programmer plus du coup, donc c'était assez embêtant. Donc j'ai préféré mettre tous mes clips sur YouTube Shorts et certains du coup sur Instagram. Au moins c'était pratique, ça permettait au pire d'alimenter le compte Instagram entre deux petites choses. Je vais essayer de rebooster un petit peu le compte Instagram parce que là en ce moment, à part des race weeks, c'est tout ce que je mets. En ce qui concerne du coup Twitch, ça va continuer. Alors le jeudi et le vendredi à 21h. Ah c'était 21h30, maintenant ce sera 21h. Ce qui est déjà pas mal. Je pense peut-être reculer à 20h30, mais je verrai. J'ai pas encore testé du coup l'horaire. C'est pas encore définitif, on verra. Mais pour l'instant, en plus au moment où je tourne cette vidéo, je suis en plein dans le challenge Pokémon. Parce que j'ai un challenge sans capture, zéro capture, no capture. Où concrètement je dois finir le jeu qu'avec les Pokémon que le jeu m'aura donné directement par des PNJ. En gros, le fait de ne pas utiliser la moindre ball pour récupérer donc des Pokémon. Ça c'est pour l'instant le challenge en cours. On est à peu près à la moitié du challenge Pokémon Crystal, vu que j'ai fini Pokémon Jaune il y a pas longtemps. Et d'ailleurs ça va falloir que je pense du coup à réfléchir au jeu d'après, parce que pour l'instant j'ai pas encore de jeu d'après. Donc je sais pas encore ce que je vais faire. Ensuite en ce qui concerne YouTube, alors je vais essayer d'accentuer un petit peu pas mal de choses. J'aimerais essayer de relancer du coup le point de vue. Alors parce que j'étais un peu en hiatus pour l'instant, j'étais un peu en pause. Faut que je termine la préparation et l'écriture du prochain épisode. Il manque aussi quelques scènes avec les costumes et la scène d'intro et la scène post-crédit, parce que j'ai 2 scènes techniquement. Donc j'aimerais voir comment je peux boucler ça, et il faut aussi que je trouve 2-3 personnes pour jouer les figurants. C'est un peu plus compliqué du coup. C'est un peu le problème quand on fait un truc ambitieux, c'est qu'il faut assurer derrière. Donc bon, en ce qui concerne les critiques films et séries, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Là, je sais qu'il y a la prochaine critique que j'aimerais faire, ce serait Iron Claw, sur un film sur l'histoire des Von Erich, une famille aux États-Unis qui était très pro-catch et qui clairement a apporté pas mal de choses dans le domaine du catch nord-américain dans les années 70-80, je crois. Dont le film est interprété, en tout cas dans le rôle titre, par Zac Efron, qui apparemment est magistral dans le film, et je voudrais vraiment me faire ma propre idée. J'ai des chroniques sur des nanars, ça fait à peu près 1 an et demi que j'essaye de préparer ça, mais manque de temps, j'arrive pas à voir comment je peux tourner ça.
Il y a beaucoup de nanars que j'aimerais évoquer, pas forcément ceux déjà évoqués par d'autres de mes collègues sur YouTube. Vraiment d'autres films qui clairement sont totalement inconnus et que je me dis mais il y a un truc, il y a un truc. Le film est tellement mauvais qu'il y a un truc. Je m'en suis fait déjà une petite pile. J'ai déjà à peu près une vingtaine de films qui sont vraiment des trucs très mauvais. Ensuite, en ce qui concerne du coup Checkpoint, j'ai pas forcément grand chose à vous dire de plus. Le podcast continue avec Ace Bunny, on continue. Il y a un gros numéro hors série qui va arriver prochainement. On va essayer de s'organiser pour le faire. Et je pense que en prime, à la suite de cet épisode, je ferai, je pense, un épisode spécial du point de vue pour être une sorte de complément un peu plus visuel du coup, par rapport à ce podcast. J'en avais parlé avec Ace Bunny, on va essayer de voir pour s'organiser vis-à-vis de ce podcast. Je vais essayer de voir pour préparer cet épisode spécial hors série de ceci. Et sinon, après, écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Les critiques films, ça continue. Le checkpoint, ça continue. Le point de vue, ça continue. Pas grand-chose de plus à rajouter. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Si, je voudrais essayer de faire une sorte de podcast cinéma ou autre. Parce que j'aime beaucoup le format podcast, honnêtement. C'est un truc que je trouve vraiment génial. Avec Ellie, on en avait parlé un peu de faire un podcast cinéma, voire peut-être avec Ace Bunny. Je sais pas comment on peut faire ça, parce que ce serait comme Checkpoint, mais à parler du coup, pas forcément d'un sujet sous le même angle éditorial qu'avec Checkpoint. Est-ce que ce serait plus comme une sorte de conversation d'une bande de potes au coin du feu qui discuterait et referait le monde sur un sujet en particulier? On sait pas encore. Est-ce qu'on va l'intégrer à Checkpoint? Vraiment, c'est encore un peu fouillis. Mais c'est vrai que le format podcast, c'est un truc que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est vraiment très décontracté. C'est vraiment très chill, très, très sympa. Mais en tout cas, l'année 2024 va être assez chargée. Dernière chose, l'année dernière avec Ellie, on avait fait du coup le GDB Destruction Fest. GDB vient de sortir leur vidéo vlog sur le séjour à l'OEAC vis-à-vis du Destruction Fest. Ma vidéo est toujours prévue. Faut que je trouve le temps, parce que bon, j'ai promis à Brice et Sad en plus que je ferais ma vidéo, parce qu'ils nous ont invités bien gentiment au Destruction Fest, et j'ai prévu de faire la vidéo. Le problème c'est que je crois qu'il me manque des plans. Et du coup, faut que je trouve un moyen pour essayer de faire le montage et essayer de voir ce que je peux faire. Alors je pense que pour combler aussi, parce que j'aurai des trous, j'utiliserai ce même format de vidéo pour combler 2-3 petits trous. Je sais pas encore comment je vais faire. J'essaye déjà de récupérer tous les rush audio, rush vidéo, parce que j'avais avec mon téléphone notamment, mais aussi avec ma caméra, ma GoPro, enfin j'ai beaucoup de rush, et parfois aussi beaucoup de rush similaires aussi, sur le même plan, donc... je sais pas encore comment je vais faire. Je pense que je vais utiliser 2-3 trucs pour combler un petit peu, mais je sais pas encore comment je vais faire. Donc, elle est prévue. Je vais essayer de la sortir du mieux que je peux dans les semaines, mois à venir. Peut-être pour les 1 an du Destruction Fest. Mais c'est pas abandonné. Je précise, c'est pas abandonné. Je compte bien la faire, donc c'est juste que ça prendra un peu plus de temps. Tu faisais des vidéos catch avant. Vas-tu en refaire? Cette question, elle est revenue pas mal de fois. Alors, c'est très flatteur de penser à moi là-dessus, mais... Alors, même si le produit à l'heure actuelle à la WWE me plaît, clairement, il me plaît un petit peu plus qu'il y a 5 ans, à peu près, à quelque chose près. Quand je vois ce qui est devenu une partie de la communauté française des fans de la WWE, ça me conforte pas dans l'idée de revenir. Alors, je vais essayer de vous donner un contexte, même si je sais très bien que là, au moment où je fais cette vidéo et au moment où je raconte ce contexte, ça risque d'être très très vite obsolète. Mais ça me permettra de mettre en lumière, du coup, pas mal de choses, et d'expliquer aussi certains petits trucs, une sorte de problème que j'ai, d'une certaine manière. Et je me doute que je vais avoir des gens qui vont me dire « Non, je suis pas d'accord ». Pas de souci, on est libre d'avoir chacun son opinion. Mais bon, je vais essayer d'expliquer ça du mieux que je peux. En janvier 2024 a eu lieu le pay-per-view Royal Rumble. Le
pay-per-view Royal Rumble a donc une particularité, une sorte de match qui s'appelle le Royal Rumble match. Le principe, il y a 2 mecs qui commencent sur le ring, il y a tous les 90 secondes un nouveau mec qui débarque, et donc au total il y a 30 mecs, et le dernier qui reste debout, qui fait passer ses adversaires par-dessus la 3ème corde, et qui sont éliminés, font expulser du ring, le dernier qui reste debout sur le ring a gagné le match, et donc une chance d'affronter un mec pour un match de championnat du monde, d'une ceinture ou d'une autre. Celui de 2024, le vainqueur de 2024, c'est Cody Rhodes, le même que le vainqueur du Royal Rumble 2023. Cody Rhodes, l'année dernière en 2023, a affronté Roman Reigns pour le titre de champion WWE. Oui, je refuse de dire titre WWE Universal, c'est débile comme nom pour moi, Universal, c'est un studio de cinéma, quoi. Bref. Donc, il avait affronté Roman Reigns, il avait perdu. Bon, ça arrive. En 2024, donc Cody Rhodes remporte à nouveau le Rumble. Jusque-là, tout le monde suit. En tout cas, j'espère. Et le lundi suivant à Raw, il confronte le champion de Raw, c'est-à-dire le possesseur du World Heavyweight Championship, Seth Rollins. 3-4 jours après, il confronte le champion de SmackDown, Roman Reigns, qui du coup possède le WWE Championship. Il s'avère que lors de la confrontation entre Cody et Roman, un certain Gros Caillou débarque et murmure un truc à l'oreille de Cody. Cody se barre et on voit Gros Caillou faire face à Roman Reigns. Alors, pause, temps mort. Si ça ne tenait qu'à moi, c'est pour ça que je fais une parenthèse. Hein. Si ça ne tenait qu'à moi, honnêtement, moi ça me pose pas de problème. Dans le sens où Cody Rhodes a déjà affronté Roman Reigns en 2023 et a perdu. Refaire une deuxième fois un truc en pensant qu'il y aurait une issue nouvelle, moi j'appelle ça un sophisme. Je vois pas l'intérêt, je suis désolé, je vois pas ce que ça raconte. Et surtout, ça aurait tout autant de sens que Cody affronte Seth Rollins, étant donné que Rollins a été vainqueur d'NXT, de le titre NXT en 2013, 12, 13, je sais plus exactement, et que NXT en ce temps-là était géré par Dusty Rhodes. Ça aurait eu du sens que Seth Rollins confronte Cody Rhodes en disant ouais Dusty s'est mieux occupé de moi que de toi, etc. Et puis bon, c'est pas moi qui me suis barré de la compagnie pour potentiellement penser que tiens, je mériterais un titre de champion du monde. Voilà, moi je vais créer mon propre show, All In, ou ma propre compagnie, All Elite Wrestling. Ça aurait eu du sens. D'un point de vue scénario, ça aurait eu du sens. Ça aurait raconté quelque chose d'un point de vue storyline. Malheureusement, nous sommes dans notre univers à nous. Et malheureusement, des fans ont plus que gueulé, réellement, parce que du coup, Cody Rhodes, s'est fait voler la place par Gros Caillou. J'ai vu certains de mes collègues sur YouTube, des collègues YouTube qui parlent de catch, s'emporter énormément vis-à-vis de cette situation. J'ai du mal à comprendre. Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi s'emporter autant, gueuler autant, mettre autant de force, de conviction sur un truc aussi futile, aussi banal. Si ces mêmes gens mettaient autant d'énergie et autant de force et de conviction pour défendre nos propres acquis sociaux, êtres humains dans notre monde, dans notre pays potentiellement, face à des gens qui sont en train de nous marcher sur la gueule, je pense que le monde se porterait mieux. Mais visiblement, on préfère défendre Cody Rhodes plutôt que défendre les intérêts du citoyen lambda, en fait. Je suis désolé, hein, mais quand je vois les réactions de certaines personnes qui s'énervent, parce que c'est un scandale que Dwayne Johnson ait pris la place de Cody Rhodes. Les gars, prenez une camomille, réellement, prenez un thé, calmez-vous. Dit-il, alors que moi-même, aussi, c'est vrai que je me suis pas mal énervé, mais j'étais jeune, j'avais 24, 25 ans, j'en ai 33 maintenant, donc autant vous dire que peut-être que la sagesse m'a touché, qui sait, sans doute. Peut-être que la vieillesse aussi m'a touché, mais ça c'est autre chose. Et forcément, quand je vois, ne serait-ce que comment agissent mes collègues sur YouTube qui parlent de catch, je me dis que je n'ai plus ma place sur YouTube. En tout cas, plus ma place sur YouTube en parlant de catch. Parce que, si on y réfléchit de plus près, ça aurait été logique qu'au niveau de la WWE, il y ait une storyline The Rock contre Roman Reigns,
pour déterminer qui des deux doit être le mâle alpha qui doit diriger le clan samoan à la WWE. Ou qui est la tête de la table. The head of the table. Ça aurait du sens. Surtout qu'en 2023, on voyait les premières fêlures de la Bloodline, le clan justement de Roman Reigns, où justement un des frères Uso s'est barré, justement. Je crois que c'est Jake qui s'est barré. Donc Jake qui s'est barré, et on voyait les premières fêlures du clan. Et sachant que Cody Rhodes, John Cena, Randy Orton, AJ Styles, Kevin Owens, LA Knight, et plein d'autres mecs, Seth Rollins par exemple, ont tenté leur chance face à Roman Reigns. Et ils ont tous perdu. N'y avait-il pas The Rock qui pouvait potentiellement aller taper Roman Reigns? Ça aurait raconté quelque chose, honnêtement. D'un point de vue storyline, ça aurait eu du sens. Ça aurait raconté quelque chose. Et puis, soyons réalistes 2 minutes. On me vend un WrestleMania Dwayne Johnson contre Roman Reigns, ou on me vend un WrestleMania avec Cody Rhodes, Roman Reigns, sachant que l'année dernière, on a eu Cody Rhodes, Roman Reigns, et que ça n'a pas marché, honnêtement. Je veux dire, il n'y a pas eu d'issue positive. Pourquoi refaire 2 fois la même erreur? Ça n'a pas de sens. Finir son histoire à Cody Rhodes, mais vous croyez pas qu'il a déjà fini son histoire? Ça ne veut déjà rien dire, finir son histoire. Le mec, il l'a déjà fini son histoire en créant la AEW, donc... il l'a pas créé à proprement parler, il a été l'un des concepteurs ou l'un des fondateurs, mais il n'a pas créé tout seul, du coup, la All Elite Wrestling. Et il a déjà été champion du monde, là-bas, il me semble. Donc... pour moi, ça n'a pas de sens. Et puis, au pire, soyons fous, hein. On aurait pu mettre The Rock contre Roman Reigns, victoire de The Rock, qui conserve le titre jusqu'à SummerSlam, et à SummerSlam, The Rock contre Cody Rhodes. Et là, ça aurait raconté quelque chose. Là, ça aurait eu du sens. Là, je suis d'accord. Là, ça aurait fait sens. Le problème, c'est quand je discute avec certains fans de la WWE sur YouTube ou sur Twitter, etc., en fait, le problème, c'est qu'on a affaire à une armée de fanboys, et si c'est pas leur petit chouchou, bah c'est nul. Et ils en viennent à gueuler, à crier, etc. Et je comprends pourquoi Dwayne parlait de Cody Crybabies. Hein. Réellement, je pense que la communauté, enfin une partie de la communauté des fans de la WWE, en France ou dans le monde, sont en fait des gens qui, si c'est pas leur petit chouchou, c'est forcément de la merde. Sauf que c'est pas à vous de décider en fait. Je viens, la WWE, ça reste une entreprise qui est là pour faire du bif. Elle est là pour faire du business, elle est là pour faire du pognon. On vend une histoire on vend des storylines, on vend des pay-per-view, on vend plein de trucs. La WWE vend WrestleMania. Honnêtement, Cody Rhodes, pour certaines personnes qui sont comme moi de la génération 21, alors moi j'ai un peu plus de bagage, on va dire, mais pour d'autres, j'en connais beaucoup, Cody Rhodes, ils vont dire « Ah, c'est pas le mec qui était avec Randy Orton en 2009 ?» Parce que beaucoup ont été de la génération 21. Et beaucoup de gens regardent la WWE de manière très occasionnelle, pas forcément comme des gens assidus, hardcore. Non, ils les regardent de manière occasionnelle. Et ces gens-là font partie du business plan de la WWE, pas que les fans. Et en général, j'ai appris avec le temps que ceux qui gueulent le plus fort pour les fans, en tout cas une partie des fans de la WWE, ne sont pas forcément les meilleurs payeurs. Donc là, oui, visiblement... la WWE a fait un peu volte-face parce qu'en une semaine, on est passé de The Rock qui fait une accolade à Cody Rhodes et qui lui murmure un truc à l'oreille à The Rock qui met une tarte dans la gueule de Cody Rhodes. Où est la cohérence là-dedans en fait? Vraiment, et les gens qui se sont emportés en une semaine là-dessus, je suis désolé, mais je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas, je ne cautionne pas, je ne me reconnais pas dans ce genre de contexte, de fan, de... Non. Moi, j'étais prêt à voir justement le fait que Cody Rhodes ne prenne pas Roman Reigns. Bon, on verra bien à WrestleMania comment ça va se goupiller, mais vraiment, je suis pas dans ce mood là où je me dis ouais, je cautionne les réactions ultra excessives, et surtout qu'à cause de ça, malheureusement, des gens en sont venus à venir harceler la fille de The Rock qui bosse à la WWE, notamment à NXT, et la pauvre, elle a dû fermer ses réseaux sociaux parce qu'elle se prenait du coup une armée de fanboys pro Cody Rhodes qui lui en mettaient plein la gueule, comme si elle était responsable. Vous vous rendez compte quand même du comportement que vous avez? Alors, je m'adresse pas à tous les fans, hein, je m'adresse à certaines personnes, mais vous vous rendez compte de l'attitude que vous avez? C'est juste détestable en fait. Juste parce que vous n'avez pas eu votre petit Cody Rhodes. Juste, pour information, un truc que je ne comprends pas. Pourquoi devrais-je soutenir un mec comme Cody Rhodes, qui potentiellement a déjà eu son match l'année dernière et qui a perdu, qui en 2016 s'est barré de la WWE parce qu'il ne se sentait pas
respecté, où il n'y avait pas cette considération, etc. Oui, mec, tu te calmes un petit peu. The Miz, il s'est battu pour avoir sa considération. Et The Miz, il est pas le fils de qui que ce soit, lui. Hein, voilà, donc à un moment donné, pose-toi les bonnes questions, mec. À un moment donné, si t'es juste un fils d'eux et que tu penses que tu peux avoir une chance pour le titre, alors que tes mecs comme The Miz se sont battus pour en arriver là, bah, j'ai plus de respect pour The Miz que pour Cody Rhodes à ce moment-là. Et surtout, on parle d'un mec qui a été ultra hypocrite avec la WWE, on parle de Cody Rhodes, hein, qui a craché à la gueule de la WWE par le biais des Young Bucks et de la All Elite Wrestling. Je rappelle que le mec a quand même aussi détruit métaphoriquement le symbole de Triple H en détruisant un trône avec un sledgehammer, histoire de dire « Ouais, je détruis le joug WWE, je suis mieux que la WWE !» Pour finalement revenir par la petite porte en 2022 et dire « Hey, en fait, je suis légitime à un titre de champion du monde !» Et les mecs qui faisaient la queue pour avoir le titre, non. Respect ou pas respect? Donc, ça valait le coup que Seth Rollins s'en mette plein la gueule, du coup, à CM Punk, alors que bah, ces mêmes reproches, on peut les reprocher du coup à Cody Rhodes, sauf que bah, Cody Rhodes c'est le fils de Dusty, que t'as l'impression que tout le monde veut sucer les boules de Dusty par le biais de Cody Rhodes. Et quand tu vois Cody Rhodes, t'as l'impression que le mec il se retient de chialer toutes les 2 minutes. Excusez-moi, mais c'est ça votre champion? C'est ça le mec qu'on doit soutenir? Moi j'ai qu'une envie, c'est de soutenir les autres en fait. Hein. Alors oui, je me doute bien qu'ils vont essayer de donner le titre à Cody, hein, histoire de finir l'histoire, mais... Et quand je vois le niveau intellectuel de certains fans français de la WWE, je me dis, on en est rendu là. Hein. Des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils regardent. Venir me dire, ouais, mais il n'y a pas de logique, il n'y a pas de cohérence. Mais mec, tu sais ce que tu regardes en fait. On parle du catch. On parle de la WWE. Des mecs qui du coup ont des scénaristes, des scripts, des gens qui vont créer une histoire pour l'intégrer dans un show ou un pay-per-view, en faisant un contexte, en utilisant des rivalités entre deux personnes, femmes, hommes, ce que vous voulez, qui du coup vont se réunir pour créer une histoire, pour raconter une histoire. Le problème, c'est que les fans, en fait, à part être fans de Cody Rhodes ou de Rhea Ripley, ça donne l'impression que le reste, c'est de la merde. Et qu'au final, ouais, il mérite. Mais il mérite de quoi, en fait? C'est ça que je comprends pas. Donc c'est pour ça, je me reconnais pas dans tout ça, et quand je vois ça, je me dis, j'ai plus envie de me relancer à analyser du catch. C'est plus le délire, en fait. J'ai juste envie de le regarder pour voir, bah tiens, qu'est-ce que la WWE va me proposer cette fois-ci, par curiosité, parce que je considère la WWE comme une série télé qui est en perpétuelle continuité depuis plus de 40 ans. Et je le considère comme ça, comme une série télé avec une histoire, des personnages, des contextes. Ok, c'est une compagnie qui fait du bif, mais Disney, j'allais dire Marvel, mais Disney fait du bif, tout pareil, hein. Microsoft fait du bif, tout pareil, hein. Et n'importe quelle autre société de divertissement, Warner, Nintendo, font du bif, tout pareil. Donc forcément, bah, je me dis, je considère la VVE comme une compagnie qui est un business, qui fait de l'argent, qui du coup cherche la rentabilité. C'est une compagnie qui est en plus cotée en bourse, me semble-t-il. Donc, je vais pas dire, ouais, machin, il mérite plus qu'un autre, etc. Non, je me dis juste, bah, je veux voir ce que la VVE va me proposer. Je veux voir ce que la VVE va pouvoir me raconter comme histoire avec un tel ou un tel, une telle ou une telle. Je me laisse juste porter, c'est tout. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je veux dire, quand on en vient presque à oublier que Bayley a remporté le Royal Rumble féminin de 2024, et qu'on préfère à tout prix parler soit de Rhea Ripley, soit de Cody Rhodes, il y a Bayley à côté, qui a aussi à gagner un match qui mériterait toute sa chance, elle aussi. Enfin, c'est... À un moment donné, c'est ça le problème. C'est quoi le mérite à la WWE en fait? Juste parce que quelqu'un représente des gens, ou parce qu'il y a un contexte... Moi je suis désolé, hein, mais... Voilà. Pour moi, non, je ne reviendrai pas à réanalyser du catch. Et là clairement, c'est définitif. Donc... Et je sais très bien que des gens vont pas être d'accord avec moi, vont dire ouais mais t'as rien compris, ouais mais franchement tu racontes de la merde. Voilà, c'est pour ce genre de truc que clairement j'ai pas envie de revenir à parler de catch, parce que c'est un problème que j'ai avec une partie des fans français de la WWE, c'est cette fermeture d'esprit. À part la WWE, il y a beaucoup de gens qui ne font que ça. Et ça c'est un truc que j'apprécie pas en fait. Je veux dire, que tu aimes plein de choses, pas de souci. Moi, par exemple, j'aime le catch, et pas que la VVE. J'aime le sport auto, pas que la Formule 1. J'aime les blockbusters, j'aime le jeu vidéo, j'aime le cinéma de manière générale, j'aime la BD. Là, j'en ai du comics, hein, donc c'est pour vous dire. J'aime plein de choses dans la vie. Ma vie est multiple, il y a plein de sujets, de saveurs, c'est un univers large. Le problème, c'est que... Moi, ça me pose souci. Quand je vois...
déjà à l'époque, je ne pouvais pas communiquer avec une bonne partie des fans, parce qu'à part VVE, ils savent faire que ça. Donc, à quoi ça sert en fait, cette fermeture d'esprit des gens sur un domaine comme la VVE? Moi, ça me donne pas envie de parler de catch avec des gens qui sont ultra fermés d'esprit. C'est pour ça qu'avec Ace Bunny, quand on parle de catch, on peut autant parler de catch que de parler de jeux vidéo, que de parler d'autres choses. Voilà, c'est pour ça qu'on fait pour ça qu'on fait Checkpoint. J'ai Camelot parce que c'est le dernier épisode en date. Donc, c'est pour ça. Donc, non, je reviendrai pas à parler de catch. Il y en a d'autres qui le font certainement mieux que moi, mais voilà, ça m'intéresse plus de parler, de faire des chroniques, des vidéos sur le domaine du catch. Vas-tu continuer les débriefs de Formule 1 en 2024 ? Ah, je l'attendais cette question. Le nombre de fois où elle me l'a été posée en stream. Alors, là, je vais parler en mon nom propre, même si avec Ellie, on en a déjà discuté. Alors, moi, pour ma part, j'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps parce que j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, aussi dans mes streams. J'ai un boulot. Donc forcément, je bosse beaucoup d'heures par semaine, parfois plus, parce que j'ai parfois du rab. J'ai en plus un poste à responsabilité, donc du coup, j'aurai moins de temps à consacrer. Du coup, si j'ai moins de temps à consacrer, le peu de temps libre que j'ai me servira à me reposer en priorité. C'est logique, hein. Je veux dire, je bosse 35 heures, voire des fois 39 heures. C'est logique que je fasse un peu de repos, que je pense d'abord à moi, avant de devoir à tout prix me taper tout un week-end de Grand Prix, sacrifier une soirée du dimanche pour essayer de faire un stream, et après essayer de me dire, bon, j'essaie de me faire à manger, aller dormir, enfin voilà, quoi. Non, j'ai besoin de me reposer, en fait. Pour le cas d'Eli, on en avait discuté lui et moi, il va avoir beaucoup moins de temps lui aussi. Il est engagé avec son groupe de rock Ritual, dont j'ai déjà parlé dans des streams, dans des vidéos, dans des YouTube Shorts. Il est batteur dans le groupe Ritual, donc du coup, lui, il aura aussi moins de temps à consacrer aux débriefs, etc. D'ailleurs, il a aussi un peu ralenti la cadence des streams. C'est pour dire à quel point lui aussi, il a moins de temps à côté, parce que lui aussi, il travaille. Il fait 16 heures la semaine, et le week-end, le peu qu'il a, il fait aussi à la fois le groupe de rock, et à la fois, du coup, il se repose un peu. Donc, on est dans le même cas de figure. J'aurais été au chômage, je me serais dit, bon, ça me dérange pas, problème, je suis pas au chômage, j'ai un boulot, donc c'est pas possible. Donc non, malheureusement en 2024, malgré que j'ai fortement envie, Ellie et moi on ne fera pas de débrief de Grand Prix de Formule 1, ou de week-end de Grand Prix de Formule 1. Parce qu'on n'a pas le temps en fait, on va privilégier notre propre vie et ça me semble plus logique, on va pas se forcer à faire un truc. Attention, on adore la Formule 1, mais on veut aussi en profiter juste en tant que spectateur. Et ça, c'est quand même important. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas eu cette année de vidéos sur les livrets et sur les équipes, sur vraiment on va dire le prélude, le prologue du coup de la saison. Je ferai par contre bien évidemment l'analyse de Drive to Survive saison, je ne sais plus combien et je m'en fous parce que franchement le programme reste assez banal d'une certaine manière. Donc, là, je veux dire, contrairement au catch où j'ai fait un gros pavé, justement, là, la Formule 1, non, c'est très différent, parce que j'ai vu, justement, une communauté des fans de F1 qui est beaucoup plus open, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus sympathique, avec des gens avec lesquels j'ai pu vraiment échanger sur Twitch, avec Twitter notamment, sur Instagram, vraiment des gens qui sont beaucoup plus aimables, beaucoup moins fermés d'esprit, beaucoup plus ouverts. Et ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien honnêtement de discuter avec des gens qui sont permettent beaucoup plus en fait. Le catch n'a pas ce truc-là, il ne m'apporte pas forcément ça, alors que dans la F1, il y a une forme de maturité qui manque justement dans le catch. Et ça fait plaisir. Donc, mais pourtant, c'est pas pour autant que je vais, à titre personnel, que je vais continuer. Alors peut-être qu'en 2025, je reprendrai, je sais pas encore. Tout dépendra de mon avenir professionnel. Tout dépendra aussi du temps que je pourrai me dégager par la suite. Mais là, pour 2024, c'est mort. J'ai beaucoup trop, moi, à titre personnel, de responsabilités, beaucoup trop d'heures sur lesquelles je vais bosser. Donc ce sera pas possible, malheureusement, pour Ellie et pour moi. On reprendra pas forcément cette année les Racing Talk. D'où vient l'origine de ton pseudo Smeo ? Alors, c'est une longue histoire. Déjà, le pseudo est vieux d'au moins une quinzaine d'années, je pense. C'était un pseudo qui, à la base, me servait quand je faisais des LAN parties sur Counter-Strike 1.6. Déjà, ça remonte à pas mal d'années. En fait, quand j'étais gamin, je regardais des séries animées, notamment la Ligue des Justiciers ou X-Men Evolution, tout un tas de séries dans ce genre-là.
Et il y avait un personnage, je crois que c'est Despero ou Mesmeron, je sais plus, et j'avais mal compris, je crois que c'était Esmeo, et je trouvais le pseudo, ouais, c'était ok tiers, quoi, donc je me dis pourquoi pas. Sauf qu'en fait, j'avais juste mal compris le pseudo, et c'est resté, du coup. Et je m'en suis servi comme pseudo sur Counter-Strike 1.6. Alors, entre-temps, j'avais aussi eu d'autres réseaux sociaux, notamment Twitter, et en fait, mon premier Twitter s'appelait TheSmeo. Et comme je me suis fait ban sur mon premier Twitter, il me fallait du coup reprendre un pseudo et je l'ai appelé The Mr. Smeo. Ce qui du coup sera le pseudo que j'utilise un peu partout. Et pourquoi The Mr. Smeo? Et parce que ça fait un peu le monsieur te parle. Donc du coup, au lieu de faire le monsieur, j'ai mis The Mister. Alors c'était aussi une mouvance sur YouTube, beaucoup de gens s'appelaient The quelque chose ou Mister quelque chose. Donc du coup, j'avais fait le mix des deux. Mister JD, Mister Antoine Daniel, voilà. Beaucoup avaient du coup Mister ou The quelque chose. Et du coup, je me suis dit, tiens, voilà, à cause de ça. C'est aussi simple que ça, hein. C'est pas ouf comme explication. Mais ça vient de là, du coup, et voilà. Quels seraient tes conseils pour se lancer sur YouTube? Alors, j'en aurais quelques-uns. Je pense qu'au bout de 10 ans sur YouTube, et au bout de 4-5 ans sur Twitch, je pense avoir suffisamment vécu d'une certaine manière pour donner 2-3 petites astuces. Alors, vous voyez ça comme des conseils qui vous permettraient au moins d'avoir une base propre pour commencer. Avant de penser à investir dans une caméra haute définition ou ce que vous voulez, le premier conseil que je peux vous donner, investissez dans un bon micro. Moi par exemple, en 2014 quand j'ai commencé sur YouTube, j'ai investi dans ceci. Le Zoom H1. Alors, c'est une ancienne génération, maintenant je crois que les nouveaux modèles chez Zoom existent, mais j'ai du coup investi là-dedans, en plus, désolé pour le bruit, mais voilà, c'est marqué là, alors c'est un peu, oui ça a un peu vieilli, hein, donc j'ai investi dans un bon micro, alors sachant que mon micro est capable de pouvoir faire à la fois de la vidéo simple sur YouTube, possède du coup un câble, alors je sais pas s'il se voit ici, là, voilà ici, là, le câble, connecté sur mon PC, donc ça me permet de faire aussi micro de stream ou micro pour mes propres vidéos, la preuve justement, et aussi de faire du micro externe. Par exemple, si vous voulez faire de l'intervention micro-trottoir par exemple. Donc, vous avez un micro qui est relativement propre. Alors moi, c'est une ancienne génération. Certainement qu'il existe des nouvelles générations, peut-être un peu plus performantes, et en tout cas, sur mon modèle, je peux à la fois mettre un casque audio pour écouter le ressenti du micro, savoir si clairement je dois encore le paramétrer ou des trucs comme ça, et même brancher une source externe comme un micro-cravate par exemple. Donc, vraiment, mon micro est plutôt correct de ce côté-là. Alors, il commence un peu à accuser le poids des années, malheureusement. Je sens par exemple que les membranes qui sont dedans commencent un peu au niveau de la saturation, c'est pas ouf. Donc, faut que je pense à investir dans un nouveau micro. Donc, premier conseil. Deuxième conseil, un logiciel de montage. Alors, je ne vais pas faire comme tous ces abrutis qui, quand j'ai commencé YouTube, n'arrêtaient pas de me dire « Ouais, mais franchement, pour Adobe Premiere, c'est mieux !» Mais mieux par rapport à quoi? Par rapport à tes préférences? Non, mais excuse-moi, hein, mec, hein, mais... Moi, le conseil que je vais vous donner est très simple. Essayez plusieurs logiciels de montage. Celui sur lequel vous allez avoir le meilleur feeling, le meilleur ressenti, celui où vous allez vous sentir bien pour travailler votre vidéo, sera celui sur lequel vous allez y passer le plus de temps. Pour ma part, j'utilise du coup un Vegas Pro 18. J'avais en fait eu du coup un pack sur Humble Bundle. Alors voilà, je vous donne le conseil si vous tombez sur un pack sur Humble Bundle, parce qu'en général ils font beaucoup de packs avec des packs de jeux, des packs de logiciels par exemple. Concrètement, voilà, c'est le meilleur endroit pour acheter ça à des prix plutôt propres. Donc ça vous donne une base. Concrètement, pour avoir un logiciel de montage, en tout cas, Vegas Pro, moi, me convient parfaitement pour mon utilisation. Je sais qu'il y en a qui préfèrent utiliser Adobe Premiere, il y en a qui préfèrent utiliser Shotcut, il y en a qui préfèrent utiliser, par exemple, DaVinci Revolve, il y en a qui préfèrent utiliser Kdenlive pour ceux qui sont sur Linux, par exemple. Final Pro, je crois, ou Logic Pro, je sais plus, je crois que c'est Final Cut, pardon, pas Final Pro, Final Cut pour ceux qui sont sur Mac. Voilà, il y en a plein. Tout dépendra de votre matériel. Ah oui, si, dernier conseil d'une certaine manière, investissez aussi dans un bon PC. Parce que, pour faire simple, quand j'ai commencé sur YouTube, j'avais un PC plutôt modeste. Il n'était pas forcément très performant.
C'était un modeste PC HP avec, je crois qu'il avait 2 Go de RAM, avec, je crois que le processeur c'était un Intel Centrino, enfin c'était un truc, il n'était pas incroyable. Je veux dire, pour vous donner un exemple, pour faire une vidéo haute définition 720p de 15 minutes, j'avais entre 3h30 et 4h d'encodage. Alors l'encodage, c'est quand vous avez fini votre montage, que vous voulez enregistrer votre vidéo pour en faire du coup un fichier, par exemple. Donc on appelle ça l'encodage. Donc, ou l'export. Ça a des noms différents selon les logiciels. Moi, je toujours appelé ça l'encodage, mais en fait, techniquement, c'est l'export. L'exportation de ma vidéo avait quand même duré entre 3h et 4h30. Non, entre 3h30 et 4h, quasiment 4h15 de vidéo pour environ 15 minutes en 720p. Là maintenant avec le PC que j'ai à l'heure actuelle, pour une vidéo en 1080p et qui du coup, alors j'en ai entre 15 et 20 minutes, on va dire que j'en ai pour à peu près entre 20 minutes en moyenne à peu près d'export. Donc autant vous dire que ça change radicalement. Donc si vous voulez faire du montage, il va falloir aussi un bon PC. Alors, un conseil, n'achetez pas forcément votre PC neuf, allez dans une boutique d'occasion, vous pouvez trouver certainement un PC, imaginons, vous trouvez un PC gaming, genre 8 Go de RAM avec une carte graphique Nvidia, peut-être, je sais pas, une 1600 GTX ou une connerie du genre, peut-être que vous allez trouver ça pour 700 balles, 800 balles peut-être, ça vous reviendra moins cher que vous achetez un PC neuf. Moi par exemple, le PC que j'utilise, c'est un PC d'occasion, j'ai acheté d'occasion, j'en ai eu pour 750 €. Mais au moins mon PC il marche. Ça fait 4 ans que je l'ai et clairement, j'ai rien à dire, hein, franchement. Ça m'a coûté beaucoup moins cher que si je l'avais acheté neuf. Donc, bien évidemment, je donne aussi le conseil, si vous achetez un ordinateur, c'est pas que pour faire ça, attention. C'est aussi parce que vous allez vous en servir pour faire du jeu, pour faire de la bureautique, du traitement de texte, du tableur, du montage vidéo aussi. Moi mon PC il me sert aussi pour le travail, il me sert aussi que ce soit pour les vidéos, il me sert pour du Photoshop, il me sert pour notamment du développement web, il me sert pour du community management, enfin il me sert pour beaucoup de choses mon PC. Donc c'est pour ça que j'avais pris un bon PC à la base et il me sert pas forcément pour du jeu, c'est un peu dommage. Et, il pourrait faire du jeu mais j'ai pas le temps. Donc voilà, c'est les conseils que je peux vous donner. Un bon micro, un logiciel de montage sur lequel vous vous sentez bien, pas forcément, vraiment, quand les gens vous disent « Ouais, mais moi je te conseille tel logiciel », mais fermez vos gueules, non, tu conseilles pas un logiciel parce que toi il te plaît, non, tu conseilles un logiciel parce que tu t'y sens bien, et ça c'est vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, essayons-en plusieurs, et c'est au niveau du feeling, au niveau des options, au niveau de ce que le logiciel peut vous apporter, ou peut vous proposer. Là, au niveau de l'utilisation, et de l'ergonomie d'utilisation de logiciel, là vous allez pouvoir du coup vous dire si je pars sur tel logiciel plutôt qu'un autre. Donc, moi je bosse sur Vegas Pro. Ça fait depuis 2024, même un peu avant, techniquement je l'utilisais déjà depuis 2011, mais ça fait depuis officiellement 2024 que je l'utilise très régulièrement. Donc, j'ai envie de dire, prenez un logiciel sur lequel vous vous sentez bien. Et c'est tout ce qui compte. Ah oui, dernier conseil, évitez les logiciels craqués. Parce que certains logiciels, malheureusement, alors moi je n'ai jamais eu ce problème, heureusement, mais ça existe, malheureusement ça existe ce problème. Il y a des logiciels craqués qui du coup n'ont pas certaines options, et quand vous essayez de les utiliser, malheureusement votre logiciel plante. Et quand vous parlez de ça sur des forums ou des sites spécialisés ou à des gens qui s'y connaissent, ils vont vous dire, en fait tu peux rien faire parce que tu as une version craquée. Et du coup, le logiciel plante. La réputation de Vegas Pro par exemple, qui plante souvent, c'est parce que la plupart des gens utilisent une version craquée. Moi j'ai une version officielle et elle marche nickel. Donc c'est pas le logiciel qui pose problème, c'est le crack. Et on repère du coup tous les gens qui du coup ont voulu l'utiliser de manière craquée et qui malheureusement ont voulu se plaindre et malheureusement se sont fait griller. Voilà, donc moi j'ai une version officielle et elle marche tout aussi bien. Hein. Tu analyses beaucoup de films ou de séries, quels sont tes critères? Alors, l'un des critères les plus importants, c'est que j'ai un feeling avec le sujet. En général, quand j'analyse par exemple un film ou une série, il faut vraiment que la thématique me plaise au préalable. C'est pour ça par exemple que quand j'ai analysé le Astérix de Guillaume Canet, c'est que j'aime Astérix. Quand j'ai analysé par exemple des films comme, je sais pas, Black Adam, Black Panther 2 ou que sais-je, je sais pas, des séries Marvel, des séries Star Wars, Willow par exemple, c'est que j'ai un affect avec le série ou avec la thématique. Alors, des fois, je peux aussi avoir un coup de cœur. Genre Crazy Beer, quand je l'ai analysé, Crazy Beer, je connaissais pas l'histoire. Et c'est juste que...
On vous vend un film avec un ours qui s'enfile un rail de coke, forcément, ça vous donne envie d'aller voir le film. Et accessoirement aussi parce que j'aime bien la réalisatrice, parce que c'était Elizabeth Banks, et que c'est une actrice que j'aime beaucoup de base, donc... Mais clairement, on vous vend un pitch de film qui clairement a de la gueule. Je me dis, bon, je vais quand même aller le voir, parce que ça a de la gueule quand même. Et oui, ça a de la gueule. Et accessoirement aussi parce que c'était le dernier film de Ray Liotta, et que... Pour beaucoup, Ray Liotta, c'est les affranchis. Pour moi, ça restera Tommy Vercetti dans GTA Vice City. Donc, mon critère principal pour analyser un film ou une série, c'est vraiment avoir de l'affect pour le sujet. La preuve, j'ai parlé de la série série documentaire sur Brown GP. J'aime la Formule 1. Voilà. Drive to Survive, pareil, j'aime la Formule 1. Même si je suis pas forcément fan de ce que Netflix me propose. Lorsque j'analyse par exemple un film Marvel, j'aime les Marvel. J'aime le MCU, je suis curieux de ce qu'ils me proposent. Donc... quand j'analyse par exemple d'autres films ou séries, c'est parce que j'ai de l'affect avec tel ou tel sujet. Pas forcément parce que le sujet est d'actualité, hein. Je veux dire, à un moment donné, quand j'ai fait des rattrapages ou quand j'ai parlé d'un film qui s'est sorti il y a, je sais pas, 6 mois avant, genre Bullet Train par exemple, bah Bullet Train, personne n'en avait quelque chose à foutre, et pourtant j'en ai parlé, parce que moi je me dis, mais il est génial ce film. À la base je voulais juste aller voir un film, et quand je suis sorti de la salle, je fais, mais il est trop bien ce film. Et j'en ai fait une vidéo du coup, c'est d'ailleurs une des premières vidéos de la chaîne, accessoirement. Donc au final, faut que j'ai de l'affect avec le sujet, avec la thématique ou avec l'histoire. Et en général, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, faut juste que j'ai de l'affect, c'est tout. Donc, ou à ce moment-là, faut vraiment que j'ai aussi un truc à dire. Quand j'ai par exemple parlé de Black Panther 2 ou de Astérix, oui, je me suis mis en mode ultra salé. Pareil pour The Flash notamment. Je me suis mis en mode ultra salé parce que, ouais, j'avais beaucoup de choses à dire et des choses qui n'allaient pas. Je veux dire, quand je me mets par exemple en colère, c'est que vraiment je me dis comment des studios peuvent proposer une production aussi chaotique, peuvent proposer une œuvre aussi mauvaise. Je sais que le cinéma est un art, bien évidemment, et que chacun perçoit l'art différemment. Je m'en doute. Mais à un moment donné, quand t'as des films comme Black Panther, qui clairement, le film n'est pas abouti, hein. Le film n'est pas fini. C'est comme vous êtes en train de faire un gâteau et en fait il est pas fini de cuire le truc. Ah mais il est comestible. Oui mais il a pas fini de cuire. C'est pareil. Hein, c'est pour Astérix, tu dis non, lui par contre il a trop fini de cuire. Par contre c'est exactement pareil. Il est un peu cramé ton film. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des fois je m'emporte un peu. Je pense que si j'analyse un film qui clairement m'a fortement déçu, je pense que je mettrais une icône de sel ou quelque chose comme ça, histoire de dire ouais je vais vraiment gueuler. Donc mais à d'autres moments par contre, c'est juste aussi des coups de cœur. Pour vous donner un exemple, j'avais été voir Godzilla récemment justement avec Ellie. Moi j'ai pas forcément d'affect avec Godzilla. C'est plus Ellie qui a un affect avec Godzilla, mais je me dis tiens ça fait une sortie ciné entre potes, pourquoi pas. J'ai été voir le film et quand j'ai vu le film, je suis sorti de la salle, je fais waouh, j'avais pas été aussi touché comme ça depuis des années par une œuvre de visuel. Et c'était la première fois que je voyais vraiment un film japonais, parce que je n'ai jamais vu d'autres films, genre Battle Royale par exemple, je l'ai jamais vu, et il y a plein de films d'œuvres asiatiques que je n'ai jamais vu. Donc c'était la première fois que je voyais un film japonais du coup. Et je dois admettre que je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo. C'était pas prévu de base, et au final, ça a un peu décalé mon planning, ce qui m'a un peu arrangé aussi. Et quand j'ai fait cette vidéo, le but c'était de dire, mais en fait, ne sous-estimez pas ce film. Désolé, je bafouille un peu, j'assume. Ne sous-estimez pas ce film. Clairement, donnez-lui une chance, allez voir ce film. Parce que il est vraiment bien. Il est vraiment bien conçu, bien construit, bien abouti, bien scénarisé, bien rythmé. Et c'est ce que j'attends d'un cinéma en fait. C'est qu'il me propose ce genre de film. Sauf que, malheureusement, ces dernières années, le cinéma est une industrie et à cause du Covid, ça a fait beaucoup de mal à l'industrie. Donc il faut essayer de rentabiliser très très vite pour essayer d'éponger un peu les investissements qu'il y a eu à cause du Covid et des pertes liées au Covid. Forcément, des films comme Godzilla Minus One, il n'y en aura pas beaucoup, je pense. Et parce que soit on tombe trop dans le film d'auteur, soit on tombe trop dans le blockbuster. Mais Godzilla Minus One est vraiment le mix parfait entre les deux. L'équilibre parfait entre les deux. Donc, le critère de base, c'est l'affect. C'est l'affect du sujet, l'affect thématique, l'affect scénaristique, ou parfois même juste parce qu'il y a tel et tel acteur. C'est rare, mais pourquoi pas. Là, par exemple,
Est-ce qu'il y a des films qui clairement m'ont plu juste parce qu'il y avait tel et tel acteur ou actrice, hein, bien évidemment. Là, j'ai pas d'exemple en tête. Non, j'ai pas d'exemple. En général, je regarde une œuvre par rapport à l'histoire ou la thématique. Pas par rapport à juste parce qu'il y a quelqu'un. Je veux dire, c'est comme si clairement vous allez voir, je sais pas, tel film parce qu'il y a telle musique dedans. Hein, genre, donc voilà, on en connaît tous, hein, des gens qui vont aller par exemple voir tel et tel film parce qu'il y a telle musique dedans qu'ils ont entendu à la radio et que du coup, ah cette musique est trop bien, je vais aller voir le film, et qu'en fait le film ils en ont rien à faire, ils vont dire oh lui c'était pas si incroyable que ça, alors que t'as envie de leur dire mais ferme ta gueule quoi, c'est juste parce que t'as pas compris. Donc bref, on en connaît tous des gens comme ça, donc voilà, principalement c'est l'affect thématique, scénaristique, etc., etc. Quels sont tes films et séries préférés et détestés? Alors on va essayer de séparer ça en deux. En quatre peut-être. Alors, films détestés, j'en ai pas. Déjà d'une. Il y a des films que je n'apprécie pas, mais ça veut pas dire que je les déteste. J'ai eu des films détestés, mais que maintenant j'adore. Mais pour différents traumas, on va dire. Quand j'étais gamin, en fait, ma famille, pas forcément parents, mais ma famille de manière générale, il y avait des enfants, ou des beaux enfants, enfin, vous savez, issus d'alliances, enfin de mariage, etc., qui du coup mettaient les mêmes films en boucle, parce que la cassette vidéo est tournée en boucle, sans arrêt. Le matin, le midi, le soir, et que dès que le film était fini, on rembobinait, on remettait le film, et du coup on n'avait pas accès à la télé familiale, parce que du coup c'était cette petite môme de 3-4 ans qui cassait les couilles de tout le monde, enfin bref. Pendant des années, j'ai détesté Hook et Qui veut la peau de Roger Rabbit à cause de ça. Et ce qui fait que j'ai détesté ces films, et vraiment je ne voulais plus en entendre parler. Et au fur et à mesure de ma vie d'adulte, j'ai commencé à redonner une chance à ces films. Je me suis dit, bon, ils sont pas mal en fait. Ils sont même très bien, mais c'est juste que c'est des films qui clairement tournaient en boucle sans arrêt. Ça a été pareil pour les Simpsons, le film aussi. À un moment donné, le film, il tournait tellement en boucle chez moi à cause d'une de mes sœurs qui clairement ne regardait que ça, mais que ça. Et dès que le film était fini, on repassait, on remettait le film. Non mais, vous savez qu'il y a autre chose en fait. Hein. Au bout d'un moment, c'est ce genre de truc qui vous fait détester une œuvre. Alors maintenant ça va parce qu'avec Hook ou avec Roger Rabbit, maintenant ça va mieux, mais pendant des années j'avais un blocage et vraiment je voulais pas en entendre parler quoi. Donc en film préféré, alors si j'enlève la plupart des sagas connues, genre Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Star Wars, les Marvel, tout team, alors il y en a 3 qui clairement me viennent à l'esprit. Ce serait Forrest Gump. J'aime énormément ce film, il fait partie de mes préférés, je trouve le film touchant, c'est un film où le personnage, il en prend tellement plein dans la gueule, mais le pire, il reste droit, il reste digne, et il avance, mais des fois il comprend pas tout, enfin, j'aime beaucoup ce film du coup. Alors est-ce que parce que je me reconnais un peu dans le personnage de Forrest, parce que il y a peut-être de ça aussi, je pense, d'un point de vue personnel. Le deuxième, ce serait La Cité de la Peur. En même temps... Oui, alors j'ai moindre... Alors je sais que techniquement, quand je vois La Cité de la Peur, oui, on pourrait se dire, tiens, il y a cette inspiration des frères Zaz, comme avec les films Yatil, les Hot Shots, etc. Mais j'ai connu Hot Shots et les Yatil bien plus tard. Alors que La Cité de la Peur, dès que j'étais gamin, on me l'a montré ce film. Et je trouvais ça très drôle quand j'étais gamin. J'ai trouvé ça très drôle en tant qu'adolescent. Et je trouve ça toujours très drôle en tant qu'adulte. Donc pour moi, c'est un film qui n'a absolument pas vieilli. Et ça marche. Parce qu'ils ont les interprètes qu'il faut. Et ça marche. Concrètement. Et le troisième film... Alors, il est peut-être un peu plus... alors, je vais pas dire confidentiel, mais pour moi, j'adore ce film. C'est Mission to Mars. Alors, à ne pas confondre avec Ghost of Mars, qui lui est un film de John Carpenter. Mission to Mars, qui n'a rien à voir. C'est un film de Brian De Palma, avec des musiques d'Ennio Morricone. Alors, déjà, le mélange est très savoureux. Vous savez, on parle de Brian De Palma, le mec qui a fait le remake de Scarface avec Al Pacino, ou Mission Impossible avec Tom Cruise, et qui du coup a fait Mission to Mars. Et Ennio Morricone qui est connu pour ses musiques de western spaghetti. Et ce film est... Comment dire? Alors, autant 2001, l'Odyssée de l'espace, alors soi-disant serait c'est l'évolution de l'humanité. Bref, regardez les vidéos de Durandal, il en parle très bien. Puis j'aime pas Kubrick, donc du coup, ouais, je suis désolé pour les fans de ciné. Ils vont dire oh mon dieu, est-ce que t'aimes? Non, j'aime pas Kubrick. Et puis quand j'ai vu la vidéo de Durandal, j'ai préféré Durandal expliquer Kubrick que regarder Kubrick. Franchement, j'adore Durandal. Voilà, je suis désolé que bref. Et ben Mission to Mars, c'est l'exact opposé de 2001, l'Odyssée de l'espace.
Et je préfère largement Mission to Mars, qui d'ailleurs est un film de mon enfance, du coup. Enfin, fin d'enfance, début d'adolescence. Et j'adore ce film. Pour moi, il a des interprètes qui sont très cool, les musiques sont magnifiques, les décors sont cool. Quelque part, il y a des trucs qui m'ont beaucoup plus tard, quand j'ai regardé The Martian ou Seul sur Mars avec Matt Damon, m'ont rappelé un peu Mission to Mars. Alors on va me dire, oui, ça se passe sur Mars. Oui, mais il n'y a pas que ça. Même ne serait-ce que dans le ton aussi. Moi, ça me rappelle un peu ça. Et vraiment, j'aime beaucoup Mission to Mars, qui pour moi est un film... J'aimerais en parler un jour de Mission to Mars, parce que c'est un film qui n'est pas forcément très connu. Il y a de bons interprètes. Il y a Don Cheadle, avant qu'il soit connu dans l'univers Marvel. Il y a Jerry O'Donnell, qui, moi, je l'avais connu avec Sliders, et qui bah, du coup, je l'ai aussi vu dans ce film. Il y a, du coup... Gary Sinise, que beaucoup connaissent avec les experts Manhattan, ou dans Forrest Gump justement, ou dans Snake Eyes, très bon film avec Nicolas Cage aussi. Le casting est vraiment très cool, le doublage français est tout aussi cool, pas grand chose de plus à dire, voilà, c'est... je crois qu'il y a une scène qui me fait penser un peu à du 2001, notamment avec une sorte de pod qui tourne, une sorte de gros pod sur leur navette, qui me fait aussi penser à 2001 à cause de ça. Mais sinon, à part ça, non. Et en plus, d'ailleurs, le DVD de Mission to Mars, c'est très cool parce qu'on sent vraiment qu'ils se sont vraiment fait chier à faire une belle édition DVD. Alors, c'était à l'époque où on faisait des belles éditions DVD. Maintenant, les gens se prennent plus trop la tête à faire des beaux DVD, c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est un de mes films préférés. Alors, il y en a d'autres, hein. Il y en aurait d'autres. Genre le premier film Stargate que j'aime beaucoup, mais c'est pas forcément un de mes préférés, mais j'aime beaucoup le film. Il y aurait... Alors je vais pas tout spoiler parce que certains seront du coup évoqués en vidéo. J'aimerais faire des vidéos sur le cinéma, mais pas forcément des critiques comme je fais habituellement, mais vraiment des chroniques à part entière comme ce que je fais avec le jeu vidéo. Pour la partie série, alors un peu plus de choses à dire. Déjà en termes de série, selon les générations. Alors, série des années 80, j'en ai pas plus que ça. J'ai pas vraiment de série préférée des années 80, non. Je suis plus un gamin des années 90 et j'ai grandi devant M6, donc forcément la plupart des séries américaines du moment, ça me parle un peu plus. Hein. Genre Lois et Clark, Highlander, Buffy contre les vampires, Charmed, Stargate SG-1. Voilà, j'ai grandi avec M6, donc... Alors, bien évidemment, il y aurait aussi d'autres séries des années 90, comme la saga Power Rangers. Alors, je suis un peu plus dans la Sabanera pour le coup. La Disney era, je suis pas forcément fan, à part SPD et RPM qui clairement sauvent un peu le radeau du naufrage. Et puis après, sur le reste des sagas, je suis pas... Enfin, j'aime bien par exemple Megaforce et Dino Charge, mais tout le monde les déteste, alors que moi je les adore honnêtement. Parce que justement, ça me rappelle un peu justement ce truc d'autrefois. Et après d'autres séries, alors... Il y en a d'autres comme Viper par exemple, qui est une série totalement inconnue, mais qui... La série The Flash aussi d'ailleurs, série The Sentinel, voilà, c'est des séries que j'aime beaucoup. Et ouais, il y a plein de séries comme ça des années 90 que j'aime beaucoup, qui m'évoquent vraiment une forme de nostalgie, qui maintenant se perd un peu avec le temps. Et dans les années 2000, le problème que j'ai avec les années 2000, c'est que les années 2000, vous coupez ça en deux. Il y a eu du coup les séries des années 90... qui du coup se sont continués dans les années 2000, exemple Charmed, Buffy, Stargate SG-1 par exemple, et du coup il y a d'autres séries qui par la suite ont repris un peu la suite. À un moment donné, à partir de 2005-2006, il y avait plus de séries de science-fiction, il y avait plus de séries dans ce genre-là, des séries un peu fantasy ou heroic fantasy ou science-fiction ou ce que vous voulez, et on s'est tapé que des séries policières. On a eu les séries Les Experts, donc les Experts, les Miami, Manhattan, ce que vous voulez, les NCIS, les FBI portés disparus, les Cold Case, les Bones, et il n'y a eu que de ça. Et moi, au bout d'un moment, ça me sortait par les yeux. Je me dis, mais montrez-moi d'autres séries, quoi. À un moment donné, il n'y a pas que ça. C'était la mode à un moment donné à la télévision, et j'ai fait partie d'une génération où il n'y avait que la télé. Donc à un moment donné, on devait se contenter de ce que la télé nous montrait. Et heureusement que par la suite, j'ai découvert une série qui s'appelle Doctor Who. Oui, alors je fais partie des gens qui adorent Doctor Who. Hein, clairement, c'est une série qui a évolué avec le temps et qui... Alors c'est vrai que la première saison fait un peu faucher. Hein, je vais pas vous mentir, elle fait vraiment faucher, elle a mal vieilli, je trouve. J'adore Ecclestone, hein, mais clairement, sa saison, c'est pas la meilleure. Hein. Pourtant, c'est un acteur qui est vraiment très très cool.
J'adore évidemment David Tennant. En fait, j'adore tous les interprètes du Docteur, femmes et hommes. Je n'ai rien, alors, même si techniquement je n'ai jamais vu un seul épisode de Jodie Whittaker, donc du coup je ne pourrais pas dire que ça me plaît d'un point de vue personnage, parce que bah, j'ai jamais vu du coup les saisons. Ouais, je suis un petit peu à la bourre. Même si on m'a dit ouais, mais c'est Chris Chibnall, du coup c'est moins bien les saisons. Bon, d'accord, bon, bah, on va attendre un petit peu. Puis après, fin des années 2000, il y a eu du coup le renouveau des séries télé, le boom de certaines séries comme Game of Thrones qui est arrivé, je crois, fin des années 2000. Début 2010 à peu près dans ces eaux-là, qui a été un raz-de-marée sans précédent. Et Game of Thrones qui pour moi a mal vieilli. Mal vieilli dans le sens où en fait il y avait tout un phénomène de mode, et en fait à partir du moment où on a vu la fin qui était très décevante, je crois qu'on a tous essayé d'oublier cette série. C'est un peu dommage parce que en soi elle était pas mal, il y avait de l'idée, hein, mais voilà, la fin était très décevante. Je fais partie aussi de ce genre de personnes qui, par exemple, aiment beaucoup les séries de l'univers Arrow. Donc Arrow, Flash, Supergirl, etc. Pour moi, j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, ils ont réussi à faire ce que Smallville n'avait pas su faire en son temps. Bon, Lois et Clark pouvait peut-être pas le faire, ce que je peux comprendre. Mais techniquement, Smallville avait tenté vaguement de faire un truc et c'était fait à l'arrache, c'était pas ouf, c'était pas... Voilà. Et Arrow a réussi à ringardiser Smallville. Alors que c'est sorti quasiment... la fin de Smallville, je crois que c'est juin 2011. Le début de Arrow, c'est septembre 2012. C'est-à-dire qu'en un an, Arrow a réussi à ringardiser Smallville. Et en seulement une saison, en fait, parce qu'il y a plus d'enjeux, plus de responsabilités, plus de contenants. Et surtout, il n'y a pas ce jeu du Clark et Lana, mais allez, tu te lances, mais tu te lances pas. Puis après, il y a Lois qui arrive, mais du coup, t'hésites entre Lana et Lois. T'as envie de dire, c'est bon, allez, changer un peu de discours quand même, hein. Et, bon, et donc voilà. Puis maintenant, quand on sait que des séries comme Lucifer fait partie de l'univers Arrow, oui, ça vous fait mal, hein. Ben, c'est le cas, pourtant, Lucifer fait partie de l'univers Arrow. Hein. Prenez ça dans les dents. Le nombre de personnes qui me fait, hey, tu devrais regarder Lucifer. Ben maintenant que je sais que dans le c'est de l'univers Arrow, oui, je vais regarder, oui. Donc voilà, il y a pas mal de séries comme ça, et puis maintenant le problème c'est que sur les séries modernes, je trouve pas forcément mon compte. Oui, Stranger Things, que j'adore. Alors, on va faire le lien avec des séries que je déteste. Oh, que je déteste. Non, le mot est trop fort. Des séries que je n'apprécie pas. Je sais pas que je les déteste, mais je ne les apprécie pas parce qu'elles me sortent par les yeux. On va commencer par la première. Pretty Little Liars. C'est une ex qui m'a montré cette série. Je me suis dit, allez, ça peut être sympa. J'ai regardé. Comment essayer d'expliquer ça? La série tient sur un pitch. En gros, c'est 4 filles qui, alors, scénaristiquement parlant, sont considérées comme des pétasses. C'est dans le scénar, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le scénar. C'est même, en fait, il s'avère que leur meilleure amie, une 5e fille donc, a disparu du jour au lendemain. Et en fait, il y a un maître chanteur, un corbeau, qui du coup s'en prend à ces 4 filles, qui du coup deviennent les héroïnes de cette histoire. Et l'histoire, techniquement, enfin, la série a 7 saisons. Mais en fait, l'histoire en elle-même pourrait tenir sur 5 saisons et demie. Oui, un peu comme le Mentaliste, mais au moins le Mentaliste c'était bien fait. On y reviendra sur le Mentaliste, parce que c'est une série que j'aime beaucoup et j'aimerais beaucoup en parler un jour. Et le truc, c'est que Pretty Little Liars, le pitch de base, la série Arrow, saison 5, avait le même pitch. Ça a duré une saison. Et la saison a plutôt apporté des choses, on va dire. Là, techniquement, en 5 saisons et demie, on a affaire à des filles qui ne savent pas agir par elles-mêmes. Je faisais le lien tout à l'heure avec Stranger Things. Au moins Stranger Things, ou d'autres séries comme Stargate SG1 par exemple, ou même les sœurs Halliwell dans Charmed, ou Buffy contre les vampires. Bref, ces gens-là arrivaient à se dire, on part à l'aventure, mais on est un minimum équipé, ou on part pas à l'aveugle. Les filles de Pretty Little Liars sont des filles, mais le cliché pur de la fille. C'est-à-dire qu'à aucun moment tu réfléchis à être équipé. Tu sais que t'as quelqu'un qui vient te harceler, qui clairement joue le corbeau en fait. À aucun moment tu vas dire tiens, je vais avoir dans mon sac, je sais pas, un briquet, un couteau, de l'équipement, un truc de base, hein. Non. Non, non. C'est le principe du on dirait 4 Daphné de Scooby-Doo en pire. Au moins Daphné elle sert à quelque chose dans Scooby-Doo, mais là non. Alors il y a le cliché de la blonde
qui a les ovaires au bord de l'explosion. Alors, dans le scénar, je précise, on va me dire « Ah, c'est sexiste !» Non, mais dans le scénar, elle est comme ça, c'est pas moi qui l'invente. Elle voit un beau mec tout de suite, elle a fond dedans. Oui, le syndrome Clover dans Totally Spies. Mais au moins, Clover, ça sert à quelque chose, mince. Il y a plein de personnages féminins dans plein de séries télé. Au moins, les Halliwell, les sœurs Halliwell ou dans Totally Spies, ça servent à quelque chose. Là, elles servent à rien dans cette série. Merde. Donc, il y a la blonde qui ne sert pas à grand chose. Ensuite, on a du coup la fille intelligente du groupe, qui du coup a un passé assez mystérieux potentiellement, mais on le saura au fur et à mesure. On a ensuite la fille un peu sportive et athlétique qui fait partie du coup d'une équipe de filles, et du coup ils insistent bien sur le fait qu'elle soit lesbienne. Bon, alors, visiblement... qu'elle soit lesbienne ou hétéro, au pire on s'en fout, ça n'apporte rien à l'histoire, c'est juste... Qu'est-ce que ça apporte scénaristiquement? On s'en fout. Ça, c'est un truc qui m'a toujours insupporté dans une fiction, qu'on insiste sur la sexualité d'un personnage. On s'en fout. Si ça ne fait pas avancer l'histoire, si ça n'apporte pas des trucs en plus, on s'en fout. Je veux dire, par exemple, de savoir que, imaginons dans Stargate, de Teal'c pourrait s'enculer des poulpes, excusez-moi, je m'en fous un petit peu. C'est un exemple, hein, il s'encule pas des poulpes, mais on s'en fout. On sait que Teal'c, à la base, il a une conviction, c'est il veut enlever les faux dieux des Goa'uld. C'est une conviction, il a un but. Là, de savoir que tel personnage est lesbienne ou hétéro ou qu'elle hésite ou que... Je m'en fous, sérieusement. Ça n'apporte pas dans l'histoire. C'est juste du remplissage pour des épisodes filler, quoi. Donc, et il y a la dernière fille qui est la fille de Piper. Je dis ça parce qu'en fait, sa mère, dedans, c'est l'actrice qui joue Piper. De Charmed. Bon. Et ça nous fait un peu un Scooby Gang de Totally Spies. Un Totally Gang, je sais pas comment appeler ça. Mais c'est nul. Au moins Arrow avait le même problème, mais au moins Green Arrow, pendant une saison, il avait des potes, il pouvait faire des trucs, il était pas tout seul, il avait son groupe. Et de temps en temps, il y avait Flash qui faisait « Coucou, salut, bon je repars dans ma série, salut !» Au moins ça servait à quelque chose, là, non. Voilà, donc j'ai... Ah, contrairement à The Mentalist, qui est aussi une série produite par Warner, tout comme Pretty Little Liars, c'est une série produite par Warner, qui, pareil, a aussi un nombre de saisons, sauf qu'à un moment donné, la saison, techniquement, pareil, je crois qu'à un moment donné, il y a une demi-saison d'un truc, et l'autre demi-saison sert pour enclencher la suite de l'histoire. Enfin, Pretty Little Liars a le même problème. Autant dans The Mentalist, ça apporte quelque chose, parce que le final est vraiment... Et même l'histoire est vraiment très prenante. Autant Pretty Little Liars, je comprends pas tout ce ramdam vis-à-vis de cette série. Et la deuxième série, alors que j'ai un peu de mal, je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça grâce à une pote, qui apparemment fait partie de ces séries que coup de cœur, moi j'ai pas... C'est Fleabag. Marie, désolé, je risque de défoncer un peu ta série, on en a déjà parlé, mais bon... Non, plus sérieusement, Fleabag, créé, je crois, et interprété dans le rôle-titre par Phoebe Waller-Bridge, est une série britannique qui... Alors, disponible sur Prime Video, pour ceux que ça intéresse, il n'y a que 2 saisons et ça fait que 12 épisodes, donc c'est très rapide. Est une série qui raconte la vie d'une demoiselle dont on n'aura jamais le prénom, d'ailleurs. C'est un peu con. Alors, apparemment, ça s'appellerait Fleabag, mais je trouve ça con, que je pense que c'est plus le nom de la série que le nom du personnage. C'est pas un prénom, quoi, c'est... Et... du coup, le principe raconte une fille qui est un peu paumée. Qui... le poids du monde lui tombe sur le coin de la gueule, mais elle a un énorme côté nymphomane qui est en fait un truc qui lui comble... Enfin, c'est... Je sais pas comment l'expliquer. C'est bordélique au possible. C'est une série qui... Alors... Qu'on vienne pas me dire, ouais, mais c'est de l'humour britannique. Non. De l'humour britannique, j'en connais. Hein. Mr Bean, 4 mariages et un enterrement, Doctor Who, Sherlock. Y a pas de problème. Ok. Monty Python. Voilà. L'humour anglais, je connais. C'est pas drôle. C'est juste pas drôle. En fait, il y a des trucs, genre des petits comiques de répétition. Mais en soi, c'est une des rares séries où, en fait, tout le monde évolue, sauf l'héroïne. L'héroïne commence son histoire, finit l'histoire, et entre-temps, le personnage n'a pas évolué. C'est-à-dire, elle est au même point de départ. Littéralement. Tout le monde a évolué. Tout le monde. Sa famille, ses... Alors, j'allais dire amis. Pas vraiment d'amis. Ça, c'est un peu le problème. Faut regarder la série pour comprendre. Tout le monde évolue dans son entourage, sauf elle. Et en réalité, il y avait de bonnes idées, mais à aucun moment les scénaristes, avaient l'ambition
de faire avancer le récit, de faire avancer le personnage, ou peut-être d'apporter des trucs en plus. À aucun moment, le personnage principal reste où elle est. C'est un peu chiant, je trouve, parce que je me dis c'est une série qui, honnêtement, a du potentiel. Clairement, il y a pas mal de choses dans la série qui fait se dire « Ah tiens, ça c'est pas mal. Ah tiens, c'est une bonne idée. Ah là, il y a de bonnes punchlines. Ah là, il y a... » Honnêtement, hein, le problème c'est que la série ne va nulle part, et le perso principal, en fait, se retrouve au même point de départ qu'au début de la série. Je veux dire, dans n'importe quelle autre série, chaque personnage évolue d'une saison à l'autre. Je veux dire... je sais pas, vous prenez Oliver Queen dans la série Arrow, il commence au point de départ, il finit le point de départ, enfin il finit à point d'arrivée. Dans Doctor Who, la série n'est pas encore finie, mais du point de départ à l'arrivée, ça a changé. Dans Stargate, pareil, dans Stranger Things, pareil, dans plein de séries, même des séries fat comme les séries policières, pareil. Et là, dans Fleabag, non. Alors, juste, je vais me permettre une petite remarque aussi, parce que, alors... J'ai visiblement pas mal de mes collègues YouTube, qui sont des critiques ciné ou des critiques audiovisuelles, des critiques séries, qui visiblement sont sacrément en chien au niveau de leur béquille sur Phoebe Waller-Bridge. Alors, message à l'intention de mes collègues, qui du coup doivent être concernés vis-à-vis de Phoebe Waller-Bridge. C'est quoi votre problème en fait ? Sérieusement, je vous le dis clairement, c'est quoi votre problème ? Parce que si vous avez besoin de vous toucher la nouille, ou potentiellement... faites-vous engager chez Télérama, ce sera peut-être mieux. Parce que, honnêtement, cette actrice, je l'ai vue dans Indiana Jones, là, le dernier, là, le 5, et je l'ai vue dans Fleabag. Qu'est-ce qu'elle a d'aussi incroyable pour que tout le monde se touche la nouille sur elle ? Elle joue pas comme une truite, ok, pas de souci. Mais c'est pas non plus l'actrice de l'année, c'est pas non plus l'actrice de la décennie. Vraiment, je comprends pas, en fait, tout l'intérêt que les gens ont... Enfin, certains de mes collègues sur YouTube ont vis-à-vis de Phoebe Waller-Bridge. Donc, je comprends pas. C'est pas peut-être que c'est quelqu'un de très sympathique, j'en sais rien, mais moi je suis pas là pour juger le perso, je suis là pour juger l'acte et le boulot fait. Et en l'occurrence, d'un point de vue audiovisuel, je n'ai pas été conquis 2 fois par elle. Donc, ça me gonfle un peu. Voilà. Donc, c'est 2 séries qui clairement m'ont fortement déçu ces dernières années et qui clairement... Après, peut-être que je suis pas le public. Hein. Ça, je pense que c'est important de le dire. Je suis peut-être pas le public. Hein. C'est peut-être pour ça. Mais... Voilà. Je vais juste revenir sur une série qui clairement m'a beaucoup plu de ces dernières années et qui pour moi est un véritable coup de cœur. C'est The Mentalist. J'en ai parlé tout à l'heure justement vis-à-vis de Pretty Little Liars. J'aime beaucoup cette série parce que le perso en lui-même, qui est donc le mentaliste, Patrick Jane, donc, c'est le mix entre un docteur de Doctor Who et Dr House. C'est-à-dire qu'il a ce côté un peu... je m'émerveille d'un petit détail qui paraît anodin. Il a ce côté souriant et jovial face à un public. Et il partage un petit peu des choses, etc. Et voilà. Mais il a aussi ce petit côté... cassant ou cynique que pourrait avoir, voire parfois un peu supérieur, que pourrait avoir du coup Dr House, mais en général, Dr House le fait un peu gratuitement, là le mentaliste le fait qu'avec des personnes qui clairement se sentent un peu supérieures, donc pour les rabaisser un peu, ça veut dire que tu vas te calmer un peu, parce que franchement tu penses être supérieur alors que tu ne l'es pas. Mais il le fait pas avec tout le monde, il le fait avec des gens qui clairement, même des gens qui sont pas là pour le démolir, des gens qui sont, qui discutent avec lui, il n'est pas là pour les démolir. Il essaie juste de rabattre le caquet de certaines personnes qui se sentent plus pissées. Et depuis que j'ai vu les vidéos de Colombo de Mea, justement, je dois avouer que Mentalist a aussi des petits airs de Colombo à certains moments dans des mimiques, dans des attitudes. Le fait que parfois il sait qui est le coupable, mais nous, techniquement, on n'a pas l'ironie dramatique. Autant dans Colombo, on sait qui est le coupable dès le début. Et le but de Colombo, c'est de montrer ce policier qui n'est pas armé et qui va réussir à résoudre cette énigme très facilement. Et en prenant des fois un peu pour un con aussi le coupable, alors qu'il sait qu'il est le coupable. Là, nous, on ne sait pas, quand on regarde le mentaliste, on ne sait pas qui est le coupable. Mais le personnage sait qui est le coupable parce qu'il y a toujours des détails qui le trahissent. Et pour moi, je trouve que c'est une excellente série. Et... alors, il y a aussi un petit côté comics parce que du coup, le mentaliste a un ennemi, John le Rouge. C'est un peu le Joker du mentaliste, si vous préférez. Sauf qu'on ne sait absolument pas qui est John le Rouge. Et... enfin, si, à un moment donné, on le saura, mais je vous spoil pas.
Et clairement, la rivalité John le Rouge et Patrick Jane, le mentaliste, est vraiment incroyable, digne d'un comics, digne d'une réelle rivalité. Ça tourne pas vraiment en rond au bout d'un moment, il y a vraiment une évolution du personnage ou des personnages. Et en plus, on apprend un peu plus sur la mythologie du personnage du mentaliste, donc de Patrick Jane. Et on sent qu'il a quelque chose au fond de lui, il a vraiment des convictions et il a aussi un passé tortureux malheureusement. Et à peu près dans la même veine que Mentalist, la série Psyche. J'adore cette série. Je l'ai découvert un peu par hasard parce que, à la base, comme vous savez, je suis fan de catch. Et aux États-Unis, Monday Night Raw, donc la branche du lundi soir de la WWE, est diffusée sur la chaîne USA Network. Et fut un temps, sur USA Network, avant Raw, étaient diffusés du coup les épisodes de Psyche. Donc moi je les ai découverts en anglais à la base. Et puis par la suite ça a été diffusé je crois à la télévision française. Et j'ai adoré cette série. Alors pour faire simple, c'est Scrubs version flic. Enfin, c'est Scrubs et le Mentaliste version flic. Enfin, techniquement le Mentaliste est déjà flic, mais c'est le Mentaliste et Scrubs version flic. Voilà, j'essaie de résumer. Et clairement, c'est trop bien. Alors, je précise, autant par exemple dans Scrubs, le personnage de JD est interprété vocalement par Alexis Thomasian, et du coup, quand on entend JD dans Scrubs, il a cette attitude de loser comme pourrait avoir Fry de Futurama ou Martin Mystère. Donc, clairement, Alexis Thomasian est nickel pour faire cette sorte de loser magnifique. D'ailleurs, dedans, dans Scrubs, il y a du coup le personnage de Turk, vocalement interprété chez nous par Lucien Jean-Baptiste. Et justement, il y a un équivalent de Turk dans Psyche, et qui est aussi doublé par Lucien Jean-Baptiste. Et il le fait parfaitement bien, honnêtement. Voilà. Donc, le doublage est de qualité, et l'histoire est de qualité, parce que franchement, c'est vraiment très agréable. C'est une série, alors je crois qu'elle a quand même une dizaine de saisons, et un ou deux téléfilms, me semble-t-il, pour combler la fin. Je vous spoil pas la fin parce que la fin est vraiment très touchante. Mais alors, en plus, elle est remplie d'un clin d'œil. Tu dis, oh putain de merde. Alors, faut avoir le clin d'œil parce que celui-là, quand on le voit, on fait, ouah. Mais clairement, j'adore cette série. Elle est passée assez inaperçue et c'est dommage parce que franchement, c'est une putain de bonne série américaine comme j'aimerais en voir plus. Pourtant, je suis pas fan du format 20 épisodes par saison. Mais là, clairement, j'adore cette série. Et une dernière série qui, clairement, moi, m'a vraiment plu. C'est How I Met Your Mother. Alors, je sais que les gens vont me dire oui, mais Friends, c'est mieux. Alors, non. Vous savez pourquoi vous aimez Friends ? Tout simplement parce que Friends, ça a été multiples fois rediffusé à la télévision. C'est-à-dire, c'est comme passé sur France 2, sur M6, sur RTL9, sur AB1, sur NT1. C'est passé partout, au bout d'un moment. Sur les épisodes qui tournent en rond, au bout d'un moment. Je veux dire, Friends, le seul intérêt, c'est Phoebe, Joey et Chandler. Je veux dire, Rachel est une connasse de parvenue qui clairement s'intéresse à des gens que parce que ça peut lui intéresser, enfin ça peut lui apporter des trucs ou autre chose. Et Ross est un putain de mec toxique. Réellement, je comprends même pas comment. Ouais, mais Ted Mosby dans How I Met Your Mother, il est pareil. Mais pardon, mais excuse-moi, hein. Au moins Ted Mosby, il est moins problématique, hein. Ross, c'est tout le temps la gueule en long. C'est bon. Donc, au moins, How I Met Your Mother est plus intéressant. On sait que c'est le syndrome Titanic parce qu'on s'attend à la fin. On sait qu'il va y avoir un truc à la fin. Mais la relation entre les personnages, l'humour, ce qui est apporté, pour moi, c'est très drôle. On sent qu'il y a vraiment un passif entre certains personnages et ils se connaissent depuis des années. Et j'adore cette série. J'adore cette série parce que franchement, c'est Friends en mieux. Avec des running gags qui sont très drôles, avec pas mal de guests. Parce que Friends était connu pour ses guests. Et on va mettre Your Mother, les guests de la série n'ont rien à envier à ceux de Friends, hein, réellement. J'adore cette série parce qu'il y a un humour qui me touche beaucoup plus qu'avec Friends. Et justement, c'est pas comparable en fait avec Friends. Friends, pour vous donner un exemple, le groupe d'amis dans Friends est tout le temps sur son putain de canapé au Central Perk. Comme si ça leur appartenait. Au moins dans How I Met Your Mother, c'est un pub et ils ne sont jamais à la même table. Ils sont dans des box, dans ce pub, et ils sont jamais dans le même box. Ils sont soit un peu plus loin, soit un peu plus là. Enfin, ils sont jamais à la même place. Ou ils sont jamais deux fois de suite à la même place. Et c'est ça qui est cool. Sachant que des fois, ils peuvent être aussi juste au bar de leur pub. Donc, en fait, c'est dans un décor où clairement, ils peuvent bouger dans le décor. Au Central Perk, ils bougent pas tellement, hein. Si ce n'est de temps en temps Phoebe qui... tu pues le chat, mais c'est pas ta faute, mais tu pues le chat. Voilà, elle est en train de chanter à son truc. Rachel qui, je crois, à un moment donné, faisait un peu la serveuse aussi, mais au final, ça bouge pas tellement dans le décor.
Alors que dans How I Met Your Mother, ça bouge un peu plus, il y a un peu plus de... Il y a beaucoup plus d'émotions, je trouve, dans la série. Vraiment, je trouve... Ne serait-ce que le personnage de Barney, hein, je veux dire Neil Patrick Harris, qui est impérial dans la série, honnêtement. Je veux dire, il porte la série à bout de bras, ce mec-là est incroyable. Donc ouais, franchement, j'adore cette série. Et pour conclure aussi, parce que je crois que je suis en train de beaucoup de parler sur les séries télé. Attendez, je regarde juste mes notes, parce que oui, j'ai pris des notes. Alors, qu'est-ce que... ah oui, une dernière série que j'aurais aimé... Alors, j'aurais aimé l'aimer. C'est peut-être une des séries qu'on m'a le plus vendue de ces dernières années. C'est The Big Bang Theory. Je n'ai pas d'affect avec la série. J'ai essayé en anglais, j'ai essayé en français. Autant The Office, ça me donne envie de suivre, mais Big Bang Theory, je peux pas. Je peux pas parce que, en fait, je sais pas comment l'expliquer. En fait, ce qui me pose problème avec Big Bang Theory, c'est que j'ai pas d'affect avec ces personnages parce que je me dis, si c'est l'opinion qu'ont les gens sur les geeks, les nerds, les otaku, sur les fans de comics, etc., moi je me sens un peu insulté en fait. J'aime regarder une série ou un film où, oui, il peut y avoir des gens qui jouent à des jeux vidéo, qui consomment de la culture geek, etc. Mais c'est pas des gros nerds. Ça se voit pas sur leur gueule, quoi. C'est des gens qui pourraient être monsieur, madame tout le monde. Là, c'est cliché sur cliché. Alors peut-être qu'ils s'en amusent de leurs clichés, mais moi ça m'amuse pas en fait. Et ce que la série essaye de montrer, de raconter, etc., je suis pas le public, ça me fait pas rire. J'ai essayé plusieurs épisodes dans différentes saisons avec différents guests, ça me fait pas rire en fait. J'arrive pas à rire, je n'arrive pas à apprécier la série pour ce qu'elle me propose. Je suis pas le public. Sincèrement, je vous dis, je suis pas le public, donc... C'est peut-être une série qui est très intéressante. Par contre, un truc, parce que je suis tombé dessus un peu par hasard, c'est plutôt un spin-off préquel qui est du coup Young Sheldon. Bah, Young Sheldon m'a paru plus intéressant en peu de temps. Je veux dire, il y a du coup, il y a Sheldon, il y a ses parents, il y a son frère, il y a sa sœur, sa grand-mère. On sent qu'il y a l'évolution du personnage de Sheldon. Sauf que quand je le vois ensuite en tant qu'adulte dans The Big Bang Theory, je me dis, ben... Il y a un décalage, ça colle pas. Je veux dire, Young Sheldon est sorti bien après Big Bang Theory, mais j'ai pas l'impression de... Enfin, je veux dire, vous avez vu la série avant parce que des trucs, ça se contredit, j'ai l'impression. Enfin, c'est... Le seul moment où la série m'a paru assumer quelque chose, c'est qu'à un moment donné, je crois qu'il y a eu le décès de l'actrice qui jouait la mère de Howard. Je crois que techniquement, le personnage, on l'a jamais vu, on l'a juste entendu derrière une porte. Et en fait, quand l'actrice est décédée, du coup, la série a voulu lui rendre hommage. Et du coup, il y a eu le coup de... toute la bande de potes était autour de Howard. Et ils ont essayé de le rassurer. Et Sheldon arrive et on dit « Non, mais pas maintenant, Sheldon. Non, mais t'inquiète, laisse-moi faire. » Et ils commencent à discuter. C'est l'un des rares moments où, en fait, j'ai trouvé le personnage touchant. Parce que c'est comme s'il avait compris, ou en tout cas qu'il essaie de transmettre à sa manière... une sorte de forme de compassion et d'émotion, malgré le manque d'émotion du personnage. Alors oui, je sais, c'est qu'il doit interpréter un trouble ou une forme d'autisme ou quelque chose, j'en sais rien, mais j'ai du mal avec les séries qui me montrent à tout prix des personnes autistes et qui ils appuient à tout prix sur le truc autiste. Moi-même je suis autiste, ok, mais ça me viendrait pas l'idée de vouloir à tout prix m'associer ou m'identifier à un personnage autiste dans une série. Moi je me sens insulté en fait dans ces cas-là. Et c'est pour ça que je ne peux pas aimer cette série, parce que je vois Sheldon et que ça me donne envie de lui foutre des tartes. Parce que je dis, mais putain, donne-moi une émotion, sérieusement, donne-moi une émotion, qu'est-ce que ça te coûte de me donner une émotion? Ça me gonfle. Et c'est pour ça en fait que à un moment donné, j'avais un membre de ma famille qui me fait « Ah tiens, j'ai regardé une série sur Netflix, ça s'appelle Atypical, tu devrais regarder, c'est trop bien !» Je regarde la série, et je regarde, ne serait-ce que le premier épisode, je vais voir la personne, fait « Tu te fous de ma gueule en fait !» Il y a rien dans cette série qui me dit que je dois la regarder en fait. J'ai plus envie ça m'a foutu en colère en fait. Et quand je vois le côté... on met des personnages autistes ou autres dans une série, c'est toujours très mal amené en fait. Et moi je me sens très insulté quand je vois ça.
J'ai pas besoin de représentation. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de représentation. Moi, j'ai besoin d'une représentation de personnes normaux, parce qu'on est tous des gens à la base, et qu'on peut s'identifier à n'importe qui, en fait. Si j'ai envie de m'identifier à telle personne ou telle personne, je veux dire, c'est pas une question d'handicap, de genre, de religion, quoi que ce soit. Non, c'est parce que l'histoire de la personne et sa backstory me touche. C'est aussi simple que ça, quoi. Quand je vois par exemple Barry Allen dans The Flash, ça me touche. Quand je vois par exemple, je sais pas, certains personnages dans Doctor Who, ça me touche. Quand je vois certains contextes scénaristiques dans Stargate SG1, ça me touche. Ou quand je vois ça dans Stranger Things, ça peut me toucher. Mais c'est pas parce que ces gens-là ont une sexualité, ont un genre, ont un handicap, ont une religion. Non, c'est parce que la backstory, tout simplement. Quand j'ai vu par exemple Miss Marvel, j'ai trouvé l'histoire intéressante, parce qu'il y avait certains points dedans qui m'ont rappelé des trucs de ma propre vie. Et c'était pas parce que c'était une fille, ou un garçon, ou une religion, ou un peuple, non, c'est parce que l'histoire m'a plu. Et dans Big Bang Theory, j'ai plus l'impression en fait de voir des clichés. Alors, on va me dire, oui mais c'est le principe. Bah oui, mais moi ça m'a pas touché. Big Bang Theory, je suis désolé, c'est peut-être honnêtement une très bonne série, et je vous envie les gens qui aiment cette série. Mais moi, elle m'a pas touché. Je suis pas le public. Donc, voilà. As-tu un script pour tes propres vidéos? Ça dépend de la vidéo. Ça dépend de la vidéo, parce que quand il s'agit d'une critique bête et méchante d'un film ou d'une série, en général, j'ai pas forcément de script. Je me fais une sorte de trame avec des mots-clés que je suis censé placer dans le sens, tiens, je vais pouvoir parler de tel aspect ou de tel aspect, mais j'ai pas vraiment de script. En revanche, pour tout ce qui est le point de vue, là, oui, j'ai un script. J'ai en général un truc qui fait 5 à 10 pages environ. Où clairement, oui, tout est scripté, scénarisé, tout est préparé, parce que je fais beaucoup de recherches pour tel et tel jeu. Quand je parlais de Resident Evil ou quand je parle de, je sais pas, de Verali par exemple, il y a un peu de recherche dedans. Une remise en contexte, il y a tout un tas de choses à préparer. Et même quand je teste le jeu, pareil, c'est ultra scripté. Il y a aussi, je note en général, certains gags que je veux mettre dedans, certains segments vidéo notamment. Par exemple, quand je mets Jim Carrey avec la logique, voilà, je mets ça dedans. Donc voilà, les épisodes, le point de vue, eux par contre, sont ultra scriptés. De temps en temps, ça m'arrive un peu pour simplifier le script, parce que des fois, en fait, j'arrive à écrire un script. Mais le problème, c'est que je m'en rends pas forcément compte, mais quand je suis devant la caméra, ben le script me paraît trop complexe. Donc je suis obligé de resimplifier le script par derrière, et du coup, ça m'arrive d'improviser certaines choses. C'est un peu plus rare, mais oui, dans ces cas-là, oui, c'est totalement scripté. Donc ça dépend bien évidemment du format. Par contre, pour comment ça s'appelle, pour Checkpoint, avec Ace Bunny, le podcast en lui-même n'est pas scripté. On a une trame avec Ace Bunny sur les points sur lesquels on veut évoquer. Moi, j'ai un carnet, et en général, pareil qu'avec les critiques, hein, je reviens sur certains points, mais c'est moins scripté. C'est un peu plus naturel, parce que c'est une conversation entre potes, et après, on replace, du coup, comme un puzzle, du coup, on replace, du coup, les éléments du puzzle au sein de la conversation. Donc, tout dépend du format, en fait, que j'utilise, notamment. As-tu une plateforme de financement afin de pouvoir t'aider? Non, parce que, je l'ai déjà dit, YouTube, c'est pas mon métier. J'ai un métier à côté, j'ai du boulot, je gagne bien ma vie, j'ai pas de problème de ce côté-là. YouTube, c'est pas mon métier. Je fais YouTube à la base parce que j'ai des choses à dire. Parce que j'ai des choses à partager, j'ai des choses à transmettre. Mais YouTube, c'est pas mon métier. Je cherche pas à gagner de l'argent à tout prix. Je veux dire, si j'ai pas la monétisation sur mes vidéos, c'est pas grave, honnêtement. Je veux dire, pour certains ou certaines, ces gens-là, en fait, YouTube, ce sera leur métier. Mais c'est pas le mien, en fait. Je respecte. Je veux dire, être vidéaste, parce que pour moi, youtubeur, c'est pas un métier. On est vidéaste. Vidéaste indépendant, vidéaste freelance. Mais youtubeur, c'est pas un métier. Et ça m'énerve les gens qui disent « Mais si, c'est un métier !» Non, vidéaste, c'est un métier. Tu fais de la vidéo. C'est comme si tu faisais, par exemple, tu es cinéaste, tu es vidéaste. Voilà, c'est exactement la même chose. Vidéaste, c'est un métier. Mais ce n'est pas mon métier. C'est plus un loisir, parce que j'aime pouvoir transmettre de l'information, j'aime pouvoir communiquer sur des films, des séries, des jeux vidéo ou d'autres sujets, du sport notamment. J'aime transmettre des choses. Mais c'est pas mon métier. C'est une passion. C'est quelque chose qui me permet de pouvoir aussi me défouler sur certains sujets. Parce que je peux être très content de parler d'un sujet, je peux être un peu moins content de parler d'un autre sujet. Mais YouTube, c'est pas mon métier. Donc, je n'ai pas de plateforme. J'ai eu un Utip il y a quelques temps de ça, mais je l'ai toujours laissé à l'abandon. C'est-à-dire que concrètement, Utip ne me servait pour ainsi dire pas, et je n'accentuais pas forcément la communication dessus. Je crois que sur un épisode du point de vue, j'ai dû le mettre, mais
mais c'est pas une obligation, quoi. Donc, j'ai pas de page Tipeee, j'ai pas de KissKissBankBank, j'ai pas de Patreon. Peut-être un jour, qui sait, parce que je me dis, bah, à un moment donné, je voudrais peut-être mettre des trucs en avant-première, ou peut-être que ça me permettra d'amortir le coût de l'achat de certains costumes, certains accessoires, etc. Pourquoi pas, pour les gens qui veulent, mais c'est pas la priorité. Je sais pas, je me dis que je me sentirais mal. C'est comme si un peu on faisait l'aumône, c'est un peu comme si on quémandait de l'argent. C'est pas ma manière de concevoir les trucs, donc je sais pas, c'est pas prévu, en tout cas c'est pas à l'ordre du jour du coup. Un dernier petit mot pour la route. Merci. C'est le premier mot qui me vient en tête. Merci de soutenir mon travail depuis tant d'années, parce que ça fait, en 2024, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Certes, entre temps, j'ai changé de chaîne YouTube et je vois que la nouvelle chaîne YouTube part sur de très bonnes bases. Au moment où je fais cette vidéo, techniquement, on n'a pas encore franchi les 1000 abonnés, mais ça ne saurait tarder, parce que je crois qu'on est à quelque chose comme 996 ou 997. On n'est pas très loin. Et pour moi, c'est une étape, hein. Clairement, c'est une étape de franchie. Pour moi, YouTube est quelque chose que j'ai encore envie de continuer, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, j'aime la plateforme, j'aime ce qu'elle me propose, j'aime ce qu'elle est en soi. C'est cool, c'est un espace de liberté, alors certes, il y a des règles, faut les respecter. C'est vrai que le copyright, je suis d'accord, ça peut être chiant. Moi, j'ai jamais eu de problème de copyright, je n'ai jamais eu de strike vis-à-vis de YouTube. Tant mieux, quelque part. Mais voilà, c'est pour dire à quel point j'aime YouTube. J'aime du coup pouvoir transmettre et partager des choses, en bien ou en mal par exemple. Et merci du coup à toutes les personnes qui du coup me suivent depuis tant d'années, qui du coup sont encore là du coup à me suivre. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un peu aussi que... Malgré tout, malgré l'évolution, malgré l'avancée, malgré ma vie, y a toujours des gens qui sont là, ça me surprend toujours un peu. Parce que je me dis, ouais certes je peux faire peut-être 100 vues ou 200 vues sur une vidéo, mais dans ma tête je me dis, déjà c'est énorme. C'est l'équivalent d'une salle de cinéma plutôt modeste. Hein. C'est pas mal honnêtement, 100 ou 200 personnes, voilà, ou même dans une salle de théâtre hein, par exemple. C'est petit, mais c'est déjà pas mal. Hein. Moi je suis toujours content quand je fais ne serait-ce que 50 vues ou 100 vues ou 200 vues. Bah, je suis content. Ok, il m'en faut pas beaucoup, je sais bien, mais moi je suis content parce que je me dis, bah, j'ai touché peut-être le cœur ou l'affect de telle personne, peut-être de 50 personnes, de 100 personnes, de 200 personnes. Moi, je suis super content. Et pareil pour le stream. En fait, le stream m'a souvent motivé à faire des trucs. Par exemple, je vous donne un exemple, je jouais à Animal Crossing à un moment donné, et j'avais pas le cœur de faire des trucs, et je les ai fait en stream, et ça m'a motivé à faire des trucs. Pareil, mon épopée Pokémon Challenge No Capture, je voulais le faire offline, et finalement je me dis, bah fais-le online, hein, t'emmerdes pas. Hein. Et c'est vrai que ça m'a grandement motivé. Donc, finalement, voilà, c'est là que je m'aperçois que j'aime YouTube et Twitch. C'est un bel espace de communication, de transmission. Ça me permet vraiment de communiquer sur beaucoup de choses. Et accessoirement, YouTube aussi m'aura permis de rencontrer pas mal de personnes IRL. Sans YouTube, je n'aurais jamais rencontré ces personnes-là. Donc, et j'en suis très content, très satisfait, très heureux en fait, parce que je m'aperçois en fait que YouTube ne m'a pas forcément donné une gloire ou une fame ou de l'argent, mais m'a plus aidé dans l'IRL. Ça m'a permis de rencontrer pas mal de bonnes personnes, parfois de mauvaises aussi, mais j'ai fait de très bonnes rencontres sur ces 10 dernières années, et en grande partie c'est grâce à YouTube. Et je vois l'aspect positif de ce que YouTube m'a apporté humainement parlant, et je me sens chanceux en fait. C'est peut-être pas grand chose, mais je me sens chanceux. Et pour moi, ça vaut toutes les gloires du monde, ou ça vaut tout l'argent que YouTube pourrait me donner. Je me dis, j'ai pu rencontrer pas mal de gens dans la vraie vie, et moi je suis heureux vis-à-vis de ça. C'est pas grand chose, mais peut-être que parfois c'est les petits plaisirs ou les petites attentions, ce genre de petites choses qui du coup peuvent parfois faire du bien. Je sais pas comment terminer cette vidéo, donc voilà, c'est... Désolé. Voilà, on a terminé avec cette FAQ 2024. Considérez ça comme vidéo un petit peu anniversaire aussi, parce que techniquement on fête aussi mes 10 ans sur YouTube. Alors même si c'est pas la même chaîne techniquement, mais pareil, je fête mes 10 ans sur YouTube, et ça fait déjà un bail. Merci à
toutes les personnes d'être là depuis tant d'années, de me supporter aussi des fois, que ce soit mes coups de cœur, mes coups de sang, mes coups de colère. Merci à vous toutes et à tous d'être là depuis tant de temps et ça me touche beaucoup. Et on va continuer d'être là, bien évidemment. On se retrouve du coup très très vite pour de prochaines vidéos et je vais essayer de faire au mieux et d'accélérer, de mettre un petit coup de collier parce que il y a pas mal de choses que j'aimerais remettre en place et j'aimerais bien le faire. Donc on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos, de prochains streams et de plein de choses. Encore une fois, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux @TheMrSmeo, justement, principalement Twitter et Instagram. Je suis très actif en story en général. Et également sur Twitch, pareil, twitch.tv/TheMrSmeo, justement. On se retrouve du coup très très vite pour de prochains contenus. D'ici là, portez-vous bien, gros bisous à toutes et à tous et salut!